Alors, on va commencer, si vous voulez bien, pour encourager la ponctualité. C'est bien. Donc, troisième conférence dans cette série qui est inspirée par l'exposition qu'on a eue de cet été sur Émilie Carr. Aujourd'hui, je vais aborder un peu un espèce de prolongement de la conférence qu'on avait faite, la toute première, là, sur la notion d'imitation et de beauté, parce que les préoccupations avec la beauté, avec les proportions, se sont beaucoup exprimées dans l'étude du nu. Et c'est pour ça que j'ai mis cette citation de Kenneth Clark, qui, vous savez, est comme un modèle pour nous tous, qui faisons des conférences et qui est un grand historien d'art anglais. Et il a fait un livre sur le sujet, alors ça s'impose un petit peu. Comme il explique, d'ailleurs, c'est assez intéressant, il dit, malgré qu'on soit coupé des sources de l'Antiquité et aussi de la Renaissance qui a tenté de les renouveler, le sujet du nu humain reste encore un peu actuel parce qu'il dit qu'on a encore ce besoin d'identification. C'est vrai que de toutes les visions plus anciennes, en fait, celle du corps humain, c'est probablement celle qui nous touche le plus. Évidemment, quand j'ai dit « Oui, c'est bien gentil ça, mais qu'est-ce que tu vas faire avec Émilie Carr sur un sujet pareil? » Et que c'est pas par là qu'elle a brillé le plus, disons. Elle ne nous a pas laissé beaucoup de choses, mais vous allez voir pourquoi c'est intéressant malgré tout d'en parler, parce que la façon dont elle a réagi correspond évidemment à beaucoup de préjugés qu'on avait à l'époque. Elle a écrit d'ailleurs dans son livre « Growing Pains », hein, qui est un livre autobiographique, mais qui parle surtout de son éducation à l'art, en fait. Hein. Le « Growing Pains », c'est surtout toutes les trois écoles d'art par lesquelles elle est passée avant, finalement, d'avoir sa carrière à elle. Et elle a un chapitre qui s'appelle « The difference between nude and naked ». Ça, c'est une notion qui est claire en anglais, mais qui est plus difficile à traduire en français, entre le nu et le dévêtu, si on veut, enfin. Mais c'est vrai qu'il y a une différence importante entre les deux. Et alors, la première école d'art où elle est allée, c'est à San Francisco, donc c'était relativement proche de la côte ouest où elle vivait. Et là, il y a des classes, évidemment, qu'on offre de toutes sortes de sujets, et elle refuse de suivre la classe de nu. Elle dit, j'étais avec mon ami, Hada, on ne sait pas trop qui elle est. Elle dit, moi j'étais early Victorian. Hein? Ça, c'est pas ce qu'il y a de plus ouvert. Et l'autre, qui était une petite Américaine, a dit « She was Puritans ». Alors, ça n'allait pas beaucoup mieux non plus. Et alors, elle se décrit toutes les deux comme des « prime prudes by education hein? ». Prime prudes, ça veut dire des prudes, mais guindées en plus. Alors, ça ne va pas être bien fort, ça, pour les classes de nu. Hein? Elle ajoute « La modestie dans nos familles était si prisée qu'on nous faisait presque porter des costumes de bain quand nous prenions nos bains, que de toute manière, nous prenions à la noirceur. Hein? Alors là, vraiment, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Leur idée de la beauté était tout entière dans le costume qui vous drapait, donc dans le corps vivant en dessous. Et d'ailleurs, quand elle parle de ses professeurs à San Francisco, celui qu'elle a mieux aimé, c'est celui-là, M. Latimer, qui les amenait dehors faire du paysage. Et vous vous souvenez, j'ai montré la dernière fois des vues de la forêt faites par Émilie Carr au tout début de sa carrière, qui ressemble un petit peu à ça, un sentier dans la forêt. Elle l'avait fait dans Stanley Park, mais lui, il faisait ça, évidemment, dans le sud des États-Unis. Alors, c'était à San Francisco son professeur préféré, précisément parce qu'il ne touchait pas assez. Elle disait, est-ce que c'est pas assez de faire des nus à partir des statues? Are they already naked? Tu vois, pourquoi il nous faut aussi des modèles vivants? Par contre, quand elle va en 1899 en Angleterre, à la Westminster School, alors là, elle est un peu obligée de suivre parce que, d'abord, elle est loin de sa famille, elle se détache un petit peu de la religion à ce moment-là, et elle suit effectivement des cours d'un professeur qui s'appelait, avec un nom couché dehors un peu, mais William Moatloudan, qui est absolument inconnu. J'ai eu bien la misère à trouver ça. En plus, ça s'appelle All is Beautiful, Yes, Sir. Hein? Alors, c'est pas... Elle en parle, elle ne nomme pas, mais elle en parle de façon assez négative. Elle disait que ses critiques étaient non-inspiring, hein, pas très stimulantes, pas très stimulantes.
Mais elle décrit, alors dans cet article que je citais tout à l'heure, de Growing Pains, sa première expérience d'une classe de nu. Et c'est assez symptomatique. Enfin, on voit comment ça a été comme une espèce de découverte à ce moment-là pour elle. Je vous lis le petit passage, là, toujours de Growing Pains. Le rideau s'ouvrit devant une petite alcôve. Le modèle sortit et prit place sur le trône. Je redoutais cet instant et m'occupais à préparer mon matériel. Tu sais, là, on n'a pas trop regardé ce qui se passait. Puis soudain, je levai les yeux. On ne m'avait jamais enseigné que nos corps nus pouvaient être beaux, mais seulement quelque chose d'indécent, quelque chose qu'il fallait cacher. Ici, il n'y a rien que du ravissement, seulement du ravissant. Un corps plein de vie, heureux, une femme fière de sa profession, fière de son apparence royale, illuminée, vitale, se situant bien au-dessus de nos insignifiances habillées. Alors là, c'est vraiment comme une espèce de libération. Et elle continue en disant, justement, il y a une petite pancarte à la porte du cours, là, tu sais, Class of Model ou Living Model, Do Not Enter. Alors, elle dit, c'est en son honneur qu'on fait ça. Puis il y a une espèce de sacred hush, c'est-à-dire, les gens sont tranquilles. Elle dit, on devenait un peu protecteur, un peu chevaleresque envers le modèle, tu sais, parce qu'elle est comme exposée, puis nous, on est tous là en train de travailler autour. Alors, on voit que ça a été une espèce de dégagement. La seule œuvre que je connais, moi, qu'on peut rattacher à cette période-là de son séjour en Angleterre, c'est ce fusain qui est d'ailleurs un autoportrait, hein, et vu de dos, en tout cas encore gentiment encore, mais qui est assez beau, qui est assez... on voit, c'est Émilie Carr dans toute sa force, là, quand elle est très jeune à ce moment-là. Malgré tout, ça a été fait un peu avant cette espèce de dépression qu'elle a fait en Angleterre. Après un certain temps, la vie dans la ville lui est lourde, tout ça, et elle a eu un moment un peu dépressif. Finalement, le troisième, si vous voulez, partie de son éducation, c'est à Paris. Hein. Et là, ses professeurs vont être un peu plus avant-gardistes que ce qu'elle a eu avant. Hein. Ce n'est pas des artistes très connus non plus, enfin, M. Ferguson ou l'autre, Gibb. Mais on voit tout de suite, enfin, les influences, là, un peu cubiste à gauche, puis un peu Gauguin à droite, enfin, si on veut. Alors, mais là aussi, elle est critique un peu sur ce genre de provocation, on pourrait dire, aussi ce qu'elle appelle les déformations du corps humain, comme si c'était fait sans penser. Hein. Elle dit, par exemple, les paysages et les natures mortes de M. Gibb m'enchantaient, brillants, sensuels, propres, mais j'étais révolté par les déformations de ses nus. Hein. Et là, elle fait, je ne sais pas ce qu'elle aurait pensé si elle avait vu les Demoiselles d'Avignon de Picasso, mais c'est vraiment à l'époque où elle est là. Hein? C'est 1907, elle aurait pu voir ça. Quoique Picasso, ce n'était pas très facile à voir à ce moment-là, mais on peut dire en fait que c'était dans le... Et là, la critique qu'elle fait toujours, c'est que ces déformations du corps humain chez les artistes contemporains seraient faites trop gratuitement. Et elle fait une comparaison avec les Indiens. Elle dit les Indiens déforment aussi les formes naturelles. Hein? Il dit les Indiens introduisent des déformations autant dans les représentations des animaux que des humains, mais ils déforment pour faire du sens, pour mettre en valeur un aspect ou l'autre, et toujours avec une grande sincérité. Chez Gibbs, j'avais l'impression qu'on cherchait à choquer plutôt qu'à convaincre. Hein? En voulant dire comme si l'attitude avant-gardiste de ces peintres-là, c'était pour un peu scandaliser les gens plutôt que vraiment les convaincre. Alors ça, c'est, si vous voulez, les réactions, enfin l'évolution un petit peu d'Émilie Carr en face du sujet du nu. Et après, ce qu'on essaie de voir, ce que je me suis demandé, j'ai dit, est-ce que ça... Il y a des œuvres qu'on pourrait rattacher à ce thème-là plus tard dans sa carrière. Et au fond, il y a une œuvre qui va lui être inspirée par cette sculpture qu'il va faire beaucoup, enfin en revenant au Canada, évidemment. Elle visite une île qui s'appelle Guilford Island, où il y a un village de Kwakiutl qui s'appelle Gwiasdom. Et là, elle raconte d'ailleurs comment est-ce qu'elle a rencontré cette statue-là. C'est probablement d'ailleurs celle qu'on a ici en photographie. Et je vous montre sur la carte là, où c'est ça, cet endroit-là. C'est un petit peu, vous avez Allard Bay, alors un petit peu vers le nord-est, il y a une île qui s'appelle Guilford Island et qui est... je vous montre sur la carte là où c'est ça, cet endroit-là. C'est un petit peu, vous avez Allard Bay, alors un petit peu vers le nord-est, il y a une île qui s'appelle Guilford Island et qui est... je vous montre sur la carte là où c'est ça, cet endroit-là. C'est un petit peu, vous avez Allard Bay, alors un petit peu vers le nord-est, il y a une île qui s'appelle Guilford Island et qui est...
c'est un de ses voyages qu'elle a fait en 1912, et donc où elle voit cette sculpture-là. La description qu'elle fait de la rencontre de cette sculpture est tout à fait extraordinaire. Je ne veux pas vous lire ça en anglais, là, parce que c'est un peu long, mais je vais vous résumer en gros ce qui s'est passé. Elle arrive, le village est déserté. Il n'y a personne dans le village. J'expliquerai plus tard pourquoi. Et là, elle marche sur une espèce de trottoir de bois, puis elle raconte qu'il y a des slugs. Les slugs, c'est des limaçons, là, des limaces. Et tout autour, il y a des plantes, des orties qui sont piquantes, nettles en anglais. Alors, tout ça est déjà un peu... Puis elle glisse sur une de ces slugs. Là. À un moment donné, elle tombe. Et là, elle se lève la tête et elle voit ce personnage-là au-dessus d'elle, comme ça, qui étend les bras et qui est grandeur nature. Hein, c'est très haut. C'est une sculpture qui a plus de 7 pieds, en fait. Et là, elle dit, c'est pas simplement d'être tombée qui m'a fait lâcher un haut, mais c'est aussi de voir cette figure extraordinaire d'une sculpture. Alors, sur place, en 1912, elle fait une aquarelle à partir de son expérience. Elle a voyé donc la végétation devant, la maison derrière, là, où elle était, et essayant de traduire un peu cet aspect d'effroi qu'elle avait eu. Hein. En questionnant un peu plus tard des Indiens sur ce personnage qu'on appelle la Tsonoqua, hein, elle a un peu pensé, en tout cas, qu'elle avait une clé qui expliquerait son horreur ou sa terreur quand elle l'avait vu. Et ce qu'on lui dit, on dit la Tsonoqua, c'est une femme sauvage qui vit dans les bois et qui a des yeux comme ça très grands avec des charbons ardents à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle brille comme ça, travaille surtout le soir, la nuit, si on peut dire, et elle porte une hotte sur son dos. Et ce qu'elle fait, c'est pour ça qu'elle a la bouche ouverte comme ça, elle fait un son « hou, hou, hou » comme ça dans le bois. Et elle ramasse les enfants imprudents qui, au lieu d'aller se coucher à la maison, courent encore dans les bois et elle les amène et les dévore. Hein? Alors, c'est une espèce de bonhomme 7 heures, si on veut, indien. Mais enfin, alors, on y explique ça. Alors, Émilie Carr se dit, ben oui, ça doit être ça qui a fait que j'ai eu peur un peu. C'est un personnage qui est censé être terrifiant, même pour les Indiens. Mais vous allez voir, c'est un personnage plus complexe que ça. Alors, ensuite, elle a fait, à partir de là, un très beau tableau qui était dans l'exposition cet été. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. En tout cas, il était là. Et qui a été fait beaucoup après. Après 1927, c'est-à-dire après son voyage, dans ce qu'on appelle son voyage vers l'Est, c'est-à-dire quand il y avait eu cette fameuse exposition d'art indien et d'art moderne, si on veut, c'était The Native and Modern Art of the West Coast, qui avait été présentée à la Galerie nationale avec Eric Brown et Marius Barbeau, en fait, qui avaient organisé cette exposition-là. Et d'ailleurs, à l'exposition d'Émilie Carr cet été, on avait reconstruit un peu l'atmosphère de cette exposition, tu sais, dans la salle où il y avait les œuvres indiennes. C'était vraiment comme ça. Hein. C'était présenté avec des œuvres indiennes, avec les œuvres d'Émilie Carr à côté. Elle avait d'ailleurs, à cette exposition-là, presque 37 tableaux. Donc, c'était une des vedettes majeures, si on veut. Alors, elle se rend donc voir l'expo. Elle est invitée. Elle traverse tout le Canada en train. Elle aboutit, c'est là qu'elle va rencontrer les membres du groupe des 7. Là, à Toronto, elle va arrêter un peu à Toronto, elle va rencontrer Lauren Harris, etc. Et au retour de ce voyage-là, elle reprend son aquarelle, au fond, hein, que je vous montrais avant, et elle en fait un tableau plus fort, au fond, moins, où on pourrait dire qu'elle a intégré un petit peu la terreur que la première expérience lui avait inspirée. Hein. Et ce qui arrive, d'ailleurs, on a l'impression, dans la façon dont on en parle, qu'Émilie Carr s'identifie à la Tsonoqua. Elle est comme, c'est le genre de femme qu'elle veut être, c'est-à-dire forte, puissante, un peu terrifiante, mais en même temps, tenant en distance les gens, mais en même temps affirmant une certaine puissance, une certaine force. Et d'ailleurs, une de ses amies, Mme Erna Gunther, qui était une fameuse anthropologue là, qui travaillait à l'Université de Washington, signait ses lettres à elle, Tsonoqua aussi. Alors donc, c'était comme ces femmes fortes là, qui voulaient, ils en faisaient comme une espèce d'identification célèbre. Hein. La même sculpture que je vous montrais a été photographiée aussi par un fameux photographe, là, Edward Curtis, dont vous avez l'autoportrait ici, qui a fait un gros livre, enfin c'est plus qu'un livre, d'ailleurs c'est une série, sur les North American Indians. Hein. Curtis, c'est vraiment comme
la grande source là, pour toutes les photos sur les sites indiens, etc., et sur les visages aussi. Il a fait beaucoup de portraits. Alors, regardez, il a fait 2 photos de notre Tsonokoa. Une avec les orties à gauche, puis ensuite, lui, il voulait voir tout le personnage. Alors, il a fait couper les branches devant et il a réussi à les photographier comme ça. Hein. Et là, et ensuite, en changeant l'angle aussi de sa photo, il fait disparaître la maison devant laquelle elle n'est pas loin, là. Hein. La maison devrait être à gauche un peu. Alors là, il veut la mettre au contraire comme un personnage qui sort des forêts, en fait, selon la légende là, que je vous racontais avant. Alors là, le problème qu'on peut poser maintenant, c'est un problème qui peut être solutionné uniquement par l'anthropologie, c'est que dans quelle mesure Émile Icare a bien compris de quoi il s'agissait avec cette sculpture-là. Hein? Parce que, OK, elle est partie avec la légende qu'on raconte, mais ça, c'est, disons, c'est un peu la manière des Indiens qui vont vous dire, bon oui, ça c'est pour le public, ça, on va leur donner une petite légende, ça va les stimuler, mais en fait, notre sculpture a une signification plus profonde que ça. Et là, il faut savoir qu'il divise le temps d'une façon intéressante. Il y a 2 périodes dans l'année qui correspondent à l'été et l'hiver. La période de Baxus, c'est le temps profane, c'est le temps des potlatches. Hein, j'avais expliqué ça l'autre fois, les potlatches, un peu ce que c'est des espèces de compétitions de richesse. Hein, c'est-à-dire un chef invite un autre chef d'une autre tribu et il le reçoit d'une façon tellement large qu'il monte dans la hiérarchie entre les chefs. Hein. Alors, c'est une espèce de... Au lieu de se battre, là, on fait des concours de civilité et de générosité. C'est une très bonne idée. Hein. Alors, ça se faisait l'été. Tandis que la saison de Tsetseka, l'hiver, c'était un temps plus sacré, si on veut. Et c'est là qu'on avait les cérémonies, les danses, tout ça. Alors, pendant l'hiver, on fait des cérémonies parce qu'on peut moins chasser, on peut moins pêcher, etc. Et par contre, l'été, ben, c'est la vie profane. On ramasse le poisson qu'on a besoin pour le reste de l'année, etc. Alors, voyez, donc, on avait cette division-là. Hein. Alors là, elle dit, tout à l'heure, enfin, je vous le signalais, elle dit, j'ai visité ce village-là quand il était déserté. Alors, donc, c'est un village... Alors, elle, évidemment, tous ses voyages se sont faits l'été. Hein, parce que c'était plus facile, c'était plus accessible. Alors, visitant un village déserté l'été, ça doit être un village d'hiver. Hein. Et donc, on peut se demander si la Tsonokoa qu'elle a vue était reliée d'une certaine façon à des cérémonies religieuses hein, qu'on aurait eues durant l'hiver. Hein. Mais là, le village est vide. Alors, pour elle, c'est comme un peu une opportunité, elle ne sera pas dérangée. Mais d'un autre côté, ça a une signification déjà quand vous divisez le temps comme ça. Hein. Alors, première hypothèse. Par contre, c'est un peu compliqué mon raisonnement, mais en tout cas, essayez de me suivre. Par contre, la représentation de la Tsonokoa l'hiver, elle n'est pas très comme celle qu'on vient de voir. Ça, c'est un masque fait par un homme absolument merveilleux, le Willie Seawit. Je vais vous montrer sa photo plus tard, là, vous allez voir. C'est un des grands sculpteurs, Kwakiutl. Et il la représente là, justement des yeux mi-clos. Bon, elle a toujours sa bouche pour faire hou, mais avec des cheveux dans le visage, un peu timide, etc. Et effectivement, pendant les cérémonies d'hiver, la Tsonokoa se transforme. Au lieu d'être puissante, etc., puis elle menacer les enfants, elle devient comme une vieille dame qui suit, qui s'accroche à une corde, puis qui va s'asseoir à sa place, puis qui ne bouge pas pendant toute la cérémonie. Hein? Souvent, d'ailleurs, dans l'art indien, vous avez comme ça des transformations selon les saisons, en particulier chez Kwakiutl. Le même personnage peut tout d'un coup devenir presque son opposé. Hein? Alors donc, là, l'association avec le village d'hiver pour la Tsonokoa qu'elle a vu, là, ça n'a pas l'air de marcher beaucoup. Alors, on se ramasse sur l'autre possibilité. Est-ce que ça pourrait être lié de quelque façon au potlatch? Parce qu'effectivement, pendant les potlatches, la Tsonokoa devient, au contraire, très importante. D'abord, elle devient masculine. Hein? Ça, au point de vue philosophique, je trouve ça absolument phénoménal. C'est des gens pour qui le principe d'identité n'existe pas. Hein? Puis c'est là qu'on se rend compte que cette idée d'identité, qu'on est toujours nous-mêmes, c'est une idée acquise. Ça ne va pas de soi. Hein? Alors, la Tsonokoa devient masculine, elle devient un chef, et c'est elle qui distribue ce qu'on appelle les cuivres. Hein? Là, c'est ça que je vous montre. Là. Vous avez le chef Seaweed là, qui a l'air très content d'en avoir 2 dans les mains. C'est parce que les coppers, là, ou les cuivres, c'était les symboles par excellence de la richesse des chefs.
Hein. Alors, ils pouvaient, par exemple, on pourrait dire, échanger toutes sortes de biens pour avoir un cuivre. Hein. Alors, c'est des cuivres, pourquoi on appelle ça comme ça? C'est parce que c'est fait avec du cuivre natif, battu, et qui pouvait être coupé d'ailleurs même avec un ciseau de bois, là, comme vous voyez en bas. Et vous remarquez que la tête du ciseau, ce qui correspond à la tête, là, est aussi en forme de tsunokwa. Hein? Alors là, la tsunokwa devient la distributrice des richesses cette fois-là. Ce n'est pas celle qui vole les enfants, mais c'est celle qui, durant des cérémonies du potlatch, va distribuer les cuivres aux chefs selon leur degré de hiérarchie dans le groupe. Hein? Alors là, donc, c'est tout un autre visage. Et effectivement, les masques va porter le chef vont être comme ça. On retrouve les yeux creux, la bouche ronde, et ils vont avoir aussi une espèce de peau d'ours qui va les couvrir complètement pour leur donner un air plus masculin. Et là, c'est avec cette transformation de la tsunokwa durant le potlatch qu'elle est présentée de cette façon beaucoup plus proche de notre culture, d'une certaine façon, plus agressive un peu. Alors, ce masque-là, d'ailleurs, il y a toute une histoire. Vous le retrouvez ici, à gauche, en bas, dans l'ordre d'une saisie qui a été faite en 1922. Ce qui arrivait, les potlatchs étaient défendus. Hein, on avait, jusqu'en 1955, normalement, on ne devait pas pouvoir faire de potlatch parce que on trouvait ça que c'était du gaspillage. Tu sais, les gens donnaient des affaires. Il y en a qui s'excitaient un peu, qui faisaient brûler la maison pour montrer comment ils étaient riches, etc. Alors, il y avait eu des accidents. En tout cas, le gouvernement canadien avait défendu ça complètement. Ça avait continué quand même un peu. Mais c'était très grave parce que cette défense-là, parce que ça empêchait cette hiérarchie entre les différentes tribus qui était, au fond, toute la structure sociale des Kwakiutl. Hein. Et là, d'ailleurs, un des problèmes qu'ils ont quand ils ont recommencé le potlatch, c'était de se souvenir qui était le chef qui avait gagné le dernier potlatch. C'est des sociétés qui ne sont pas des sociétés de classe, hein, des sociétés de rang. Alors, vous avez un rang dans la société. On compare ça un petit peu à une poire. Hein. Tout le monde est chef, il y a peu de sujets. T'sais. Tout le monde est roi. Ça finit à... On est tous hiérarchisés dans la... c'est comme des pyramides renversées, si on veut, un peu, hein, comme conception de la société. Alors là, ça avait été saisi, ça aboutit dans des musées canadiens, hein, pour être montré au grand public. Et là, tout d'un coup, ça a été rapatrié en 1880, ils ont retrouvé leur masque, puis il est maintenant à Allard Bay, dans un centre culturel là, indien, et le chef Seaweed décrit comment ça a été émotionnel pour eux de retrouver ces objets-là qui avaient été... au fond, volés par le gouvernement canadien à ce moment-là, et de les remettre, enfin, dans leur contexte. Hein. Alors, et là, si on revient donc à notre sculpture, de quoi s'agit-il? Alors, on a appris depuis un détail qui avait échappé à Émilie Carr, c'est que la sculpture avait été placée devant la maison d'un chef qui s'appelait Herbert Johnson. Tous les chefs ont eu des noms anglais aussi, comme ici, la même chose... du côté canadien-français, un chef Ovid mercredi ou des choses comme ça. On a traduit souvent leur nom. Et alors là, pourquoi il y avait une tsunokwa devant sa maison, c'est qu'il recevait la dot de sa fille, hein, par un parent, les beaux-pères, les beaux-parents. Et là, il voulait faire quelque chose qui a rapport avec le potlatch un peu, enfin, puisqu'il s'agit de richesse, de distribuer. Mais là, ce n'est pas une richesse qu'on distribue, c'est une richesse qu'on reçoit. Alors, c'est pour ça qu'elle est comme ça. Amenez-en! C'est un peu comme une figure d'accueil, si on veut, pour les beaux-parents qui amènent la dot de la fille et qui se présente comme ça d'une façon. Alors, donc, elle n'est pas vraiment négative, là. Mais vous comprenez qu'elle fait le contraire du potlatch, c'est-à-dire, au lieu de recevoir, elle attend. Au lieu de donner, je veux dire, elle reçoit. Et elle attend des richesses. Alors là, je pense bien qu'Émilie Carr est un peu loin du sujet là, quand elle a vu juste le côté terrible là, ou un peu effrayant de son sujet. Mais il faut dire que c'était difficile à déchiffrer ça parce qu'il faut connaître un peu tout le côté anthropologique de cette chose-là. Tous les artistes canadiens, évidemment, n'ont pas eu les mêmes problèmes avec le nu qu'Émilie Carr. Et je pensais vous montrer quelques tableaux, à la fois de Suzor Côté, de Cosgrove et de Pellan, comme en deuxième partie, si vous voulez, de mon exposé, parce que vous allez voir que dans les trois cas, on a une certaine relation avec l'enseignement.
aussi. Hein. Le nu a toujours fait partie de l'enseignement des beaux-arts. Et donc, d'une certaine manière, c'est là où tout le monde, tous les artistes se rejoignent quand ils ont été exposés à ce genre de sujet. Et chez Suzor Côté, c'est une partie peut-être de son œuvre qu'on connaissait moins, qui nous a été révélée dans l'exposition qu'on a eue tout récemment, là, ici au musée, puis aussi à la Galerie nationale. Et là, vous allez voir que ça pose les problèmes que les artistes plus contemporains ont eus avec ce sujet-là. Hein. Le principal problème, c'est comment faire pour que le nu qu'on représente ne sente pas trop l'atelier, n'ait pas l'air trop d'un modèle, et comment lui donner une espèce de vérité, si on veut, plausible, en tout cas un peu. Hein. Le problème se posait moins au 19e siècle parce qu'on avait des sujets mythologiques. Hein. Et donc, avec la mythologie, ça allait de soi que Vénus ou Junon ou d'autres étaient ou nus ou habillés. En tout cas, il y avait des espèces de stéréotypes comme ça. Mais si vous enlevez cette possibilité-là de faire des nus de type mythologique, si on veut, ou même religieux, éventuellement, Adam et Ève au paradis ou des choses comme ça, là, vous avez... et les rendre plausibles, en fait, de rendre... Alors, une des solutions, c'était d'imaginer une situation de pathos, si on veut, une situation un peu dramatique, dans laquelle le personnage s'oublie lui-même et comme par exemple, ici, vous voyez, elle se cache les mains, se cache le visage avec ses mains, elle est à genoux à côté d'un lit défait. Alors, ça peut suggérer tout ce qu'on voudra, enfin, la honte ou le péché, ou enfin, je ne sais pas ce que le bon Suzor Côté avait en tête, mais j'imagine que c'est ça qu'il cherche à faire. Il cherche à faire un nu qui ne soit pas d'atelier. Et ça explique d'ailleurs, si vous pensez à des contemporains, le thème des baigneuses, par exemple, le thème des prostituées. Hein. Vous l'avez donc chez les baigneuses, on pense à Renoir, les prostituées, on pense à Picasso, justement, les Demoiselles d'Avignon, et aux deux sujets, à Degas, hein, qui a traité à la fois baigneuses et des femmes au bain, là, et aussi des prostituées. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'on cherche donc dans la vie réelle, si on veut, des thèmes qui pourraient correspondre, enfin, qui pourraient rendre le sujet plausible. Hein. Le seul modèle qu'il y avait dans l'Antiquité qui allait de ce côté-là un peu, c'est les fameuses représentations des filles de Niobé. Vous savez, cette légende, c'est une mère qui se vantait un peu trop de ses enfants. Il paraît qu'il faut faire attention à ça. Et elle a rendu jalouse une autre déesse qui lui a tué ses enfants. Alors là, c'est ça, elle exprime une espèce de douleur extrême. Hein? Alors, c'est un peu la même idée. Hein? Comme on veut faire servir le nu à suggérer des symboles ou enfin un sens plus profond que simplement que ce qu'on voit. Hein? Parce que là aussi, ce rattachement-là avec l'Antiquité est important parce que c'est la source, évidemment, de toute cette préoccupation qu'on a eue avec ce thème. Hein? Alors, regardez, chez Suzor Côté, vous avez d'autres... Oups, j'allais un peu vite. Vous avez d'autres exemples de ce même côté pathos, là, de côté très dramatique, avec les gémissements du vent. Déjà, le titre est tout à fait classique. Ça m'a fait penser un petit peu à une des rares lithographies qu'a fait Van Gogh, qui s'appelle Sorrow, hein, que vous avez à droite, et qui est d'ailleurs très différente d'esprit, si on veut. Hein. Évidemment, Suzor Côté travaille, lui, avec un modèle d'atelier, alors que la scène Hornick là, qui est représentée là, c'était une femme assez malheureuse, en fait, qui était une fille mère, qui était encore enceinte, et que Van Gogh, dans sa période un peu très religieuse, hein, vous savez que Van Gogh, à un moment donné, voulait être presque pasteur, etc. Alors, il avait compris qu'il fallait être charitable, etc. Puis, il l'avait recueilli. Mais c'était pas facile de vivre avec Van Gogh, ni peut-être avec Mme Hornick. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais il a fait cette litho à partir en utilisant cette dame-là comme modèle. Alors, mais c'est un peu la même démarche, hein, si on veut. C'est-à-dire, on part d'un modèle nu, puis on essaie de lui faire exprimer quelque chose qui dépasse simplement ce qu'on voit, hein, en lui donnant un sens symbolique. Évidemment, pour Suzor Côté, le modèle par excellence de ça, c'est la symphonie pathétique.
Alors, il a utilisé évidemment le titre d'une fameuse pièce de Tchaïkovski, mais là, vous avez donc l'espèce de fusain ou d'étude à gauche, et vous avez le tableau fini à droite. Et quand on compare les deux, évidemment, dans le fusain, on est dans l'atelier, le modèle est assis sur un divan, ou je ne sais pas quoi, et là, quand il fait le tableau, il le met dans un paysage un peu très schématisé, mais enfin quand même, elle est sur la berge d'une rivière, peut-être, ou d'un lac, puis avec un ciel un peu dramatique derrière. Et cette idée d'associer, d'abord, le mot pathétique est intéressant, là, mais d'associer aussi avec l'idée d'une symphonie, l'idée de la musique. Vous savez d'où ça vient un peu, hein? C'est Whistler qui avait popularisé ça un peu dans l'art moderne. Cette idée, par exemple, ça c'est le portrait de sa mère à gauche, mais fait juste en nuances de noir, de gris et de blanc. Alors, il avait appelé ça Arrangement in Gray and White, The Artist's Mother. Et l'autre, c'est Symphony in White. Alors, vraiment, de donner des titres comme ça, musicaux, à des tableaux qui représentent des personnages, ou enfin, peu importe. Alors, ce peintre américain, Whistler, avait donc popularisé cette idée-là. J'imagine que, disons, César Côté pouvait aussi vouloir faire un peu la même chose. Hein. Et là aussi, alors on voit comment ce qu'il procède, c'est-à-dire il part toujours d'un modèle en atelier, puis il en fait une version un peu plus romantique, si on veut, quand il peint à l'huile, et les titres changent. Hein, ça devient étude de nuit d'un côté, puis de l'autre côté, ça devient sérénité. Hein. Alors, comme si le fait de la placer dans un paysage comme ça, en train de contempler ce qu'elle voit, la rend plus sereine et la détache toujours de ce côté trop érotique, si on voudrait, enfin, qu'on pourrait penser. Hein. Et évidemment, il y a toujours eu aussi un intérêt pour le corps humain comme tel, hein, dans tout ça. C'est un peu la relation qu'on a l'impression que là, c'est un petit peu comme la mathématique pure qui devient ensuite la mathématique appliquée. Hein, ça a l'air un peu exagéré comme comparaison, mais c'est vrai que pendant très longtemps, l'intérêt pour le sujet était aussi un intérêt pour les proportions mathématiques. Hein. Et ça, je vais vous montrer ça quand même. Par exemple, des nus comme ceux-là de César Côté, là, c'est difficile de rattacher ça à des sentiments ou à une symbolique particulière comme sérénité. D'ailleurs, quand il l'appelle nu penché, parce qu'il y a pas, c'est juste une description physique de ce qu'on voit. Hein. Et l'autre aussi, là, il n'y a pas étude de nu. Enfin, vraiment, là, on est dans on pourrait dire presque la démarche scolaire, là, un peu, hein, dans laquelle on n'a pas de thème plus profond, plus romantique qu'on veut exprimer. Et ça se rattache évidemment à cette idée que le nu devient un sujet intéressant en soi, et parce qu'on pense, enfin, on part de l'idée que les proportions du corps humain sont tellement parfaites que c'est une façon d'atteindre à la beauté, si on veut. Et là, si on remonte à ça, évidemment, on a une très longue tradition derrière ça. Hein. J'ai pensé, bon, tout à l'heure, on parlait avec quelqu'un du fameux dessin de Léonard de Vinci, qu'on voit un bonhomme avec les... Mais ça, c'est un peu le même type de préoccupation chez Dürer, qui, à l'époque, avait rencontré un peintre italien qui s'appelait Jacopo Barbari, qui était venu à la cour de Nuremberg pour servir le roi, et qui l'a intéressé à ce sujet-là. Et le fait est que Dürer a fait des dessins comme ça toute sa vie. Ça, c'est tiré du carnet de Dresde, là, mais qui est plein de ces dessins. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est cette étude des proportions. Hein. Alors là, il suivait les idées un peu de ce peintre italien, qui, évidemment, étant plus proche de l'Antiquité classique qu'à Nuremberg, où il n'y en a pas beaucoup, alors pouvait lui enseigner un peu comment procéder. Alors, ça l'a fasciné. On voit que Dürer a fait ça toute sa vie, il a fait toutes sortes d'études comme ça sur le corps masculin ou féminin, etc. Hein? Et ça se rattachait évidemment beaucoup plus loin dans l'Antiquité à la sculpture grecque. Les Grecs ont inventé le thème du nu. Vous savez que le mot gymnastique, ça vient de gymné en grec, qui veut dire nu, hein, parce que dans les gymnases, les athlètes comme ceux-là se produisaient nus. Les Romains, eux autres, n'étaient pas forts là-dessus. Hein. Les Romains, c'est en toge. Faire la gymnastique, c'est pas bien bon, ça, la toge. Hein.
C'était très difficile d'attacher ça. C'était beaucoup plus prude là, sur ces... Mais les Grecs, non. Les Grecs ont toujours été intéressés par ça. Et là, donc, là, c'est Polyclète, c'est un des plus célèbres sculpteurs grecs. Et c'est eux qui ont inventé cette idée de les proportions du corps humain correspondent à une hauteur de tête. Hein? C'est-à-dire que dans les statues de Polyclète, vous avez 7 hauteurs de tête qui donnent la vraie proportion. Hein? Et d'autres, au contraire, Lysippe va faire 8 ou 9, va faire des corps beaucoup plus allongés. Et Lysippe disait, Polyclète représente l'homme tel qu'il est, moi je le représente tel qu'il paraît être. Hein? Alors, on va leur dire, et c'est toujours masculin, évidemment, les sculptures, la plupart, en fait, parce que la source d'intérêt vient des gymnases où les femmes n'étaient pas admises ou des choses comme ça. Les Spartiates, eux autres, avaient plus d'égalité sur ce côté-là, au moins. Femmes et hommes pouvaient faire des études de gymnase ou même la guerre, mais à Athènes, c'était plus une affaire masculine, puis de temps en temps un petit peu aussi gay. Hein. L'homosexualité grecque, c'était un problème compliqué. Et alors là, dans le cas du Doryphore, vous savez pourquoi ça s'appelle comme ça? Phore, ça veut dire porter en grec, foreign, hein, porter. Et il devait avoir, dans la main à droite, là, il devait avoir une lance. Hein? Alors c'est le porteur de lance. Tandis que l'autre, le diadumène, c'est quelqu'un qui est en train d'attacher sa couronne. C'est un athlète qui a gagné aux Olympiades, si on veut. Alors, il est en train d'attacher sa couronne, mais il a perdu ses 2 mains, puis il a perdu la couronne aussi, alors avec le temps. Mais on voit ce geste-là qu'il est en train de faire, c'est ça. Hein? Regarde ce que je vous expliquais sur les proportions du corps humain, là, vous le voyez un peu dans un schéma comme ça, avec un Polyclète à gauche et un Lysippe à droite, que je vais vous montrer ensuite. Alors, donc, fait avec 8 têtes au lieu de 7, et donc plus allongé un peu. Regardez, c'est cette sculpture-là ici. Apoxiomène. Alors ça, c'est un athlète qui est en train de se laver, mais à la mode romaine. Alors ça, c'est un peu compliqué. Ils n'ont pas de savon. Hein? Ils se promènent avec une espèce de poudre, là, et ils sont tout en sueur, évidemment. Alors, ils avaient un instrument qui s'appelait le strigile, qui permettait d'enlever la sueur comme ça avec la poudre. Hein? Ça, vous êtes très propre après ça. Et surtout quand vous avez fait de l'athlétisme pendant toute l'après-midi. Alors, et là, d'où ça explique son geste un peu. Puis là, je vous montre à côté l'instrument tel que c'était. C'est en métal, comme ça, tout simplement, pour se gratter, là, enlever le surplus. Hein? Et il y a peut-être un autre exemple d'une belle sculpture de Lysippe aussi, un Hermès, là, assis. Hermès, parce que c'est le messager, c'est le Mercure, là, c'est celui qui se promène avec des souliers ailés. Et alors donc, on voit, c'est à ça que ça se rattache, évidemment, cette tradition du nu vue comme une étude des proportions humaines. Hein. Et peut-être, donc, au moment où le cosmos commence à devenir sublime, informe, etc., c'est le dernier refuge des problèmes de la beauté. Hein. Vous comprenez que ça va de ce côté-là. Hein. Si je reviens maintenant à mes Canadiens, et je vais parler d'un peu d'un conflit qui a eu lieu d'ailleurs à l'École des Beaux-Arts à l'époque entre Cosgrove et Pellan à propos du nu. Hein. Ce qui est arrivé, c'est la fameuse exposition de la fin d'année, en 1945, après quoi le directeur là, de l'École des Beaux-Arts, M. Charles Maillard, va démissionner. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu de ça, mais en tout cas, en gros, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé. Et là, Cosgrove enseigne à l'École des Beaux-Arts depuis 1943, et Pellan aussi. Hein, les deux rentrent à peu près en même temps à l'École des Beaux-Arts, et ils ont leur classe, évidemment. Puis à la fin de l'année, ben, c'est courant de faire des expositions des élèves, enfin, de chacun. Et là, Pellan soupçonne Cosgrove d'avoir encouragé ses élèves à lui à présenter uniquement des nus drapés, comme celui-là. Ça, c'est un tableau de Cosgrove, mais on peut imaginer les élèves essayer d'imiter un peu ce genre-là. Et uniquement aussi des nus de dos. Et que lui, au contraire, lui, Pellan, qui est un peu désinhibé, hein, avait demandé à ses élèves de présenter n'importe quoi. Donc, éventuellement, un nu de face avec, dit-il, consultons le Larousse, comment est-ce qu'il appelle ça? Les tubules filiformes. Alors, il voulait dire le poil, évidemment. Il aurait pu parler plus clairement, parce qu'il est allé voir dans le Larousse que c'était les poils du pubis. Et alors, là, il dit, Cosgrove, au fond, me met
dans une mauvaise position parce que le public, les parents vont venir, ils vont dire, non, Pelland, lui, ses élèves font des cochonneries, alors que M. Cosgrove, lui, fait toutes des choses très correctes, etc. Il a soupçonné Cosgrove de ça. Il l'a accusé de pruderie aussi. Enfin, vous allez voir que ça, c'est plus difficile à avaler. Ce qui est arrivé ensuite, évidemment, c'est que ça n'a pas resté là, cette affaire-là. Il y avait aussi un tableau qui avait été fait par un autre élève de Pelland qui représentait la dernière scène à la moderne, hein? un peu osé. Et là, Maillard visite l'exposition avant de l'ouvrir pour le public. Et il dit à Pelland, écoutez, vos deux tableaux, le nu, il appelle ça un nu de réalisme solide. C'est délicieux, hein, les formules qu'on emploie pour éviter le sujet. Alors là, la dernière scène, il dit, ça ne convient pas, il faudra enlever ça. Et là, comme c'est très, comment je dirais, très obséquieux tout ça, alors là, il essaye d'avoir une directive du gouvernement, parce que les écoles des beaux-arts, à l'époque, dépendent du gouvernement. Alors, il écrit à M. Sauvé, mais par contre, M. Sauvé se promène au Saguenay, il ne peut pas lui répondre. Et là, il se rabat sur Monseigneur Valois, qui met après son nom, Monseigneur Valois, P.A. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est prélat apostolique. Hein? Ça les distingue des des prélats domestiques. L'Église a des fois des naïvetés, hein, comme ça. Alors, le prélat apostolique. Alors, lui, il vient voir l'accrochage avant l'exposition, puis il trouve le nu osé, évidemment. Il fait un petit geste comme ça, on va dire, tiens, enlevez-moi ça. Et là, la dernière scène, il trouve ça un peu inconvenant aussi. Alors, il approuve donc Maillard de retirer les tableaux. Ce que Pelland fait, par contre, il dit aux élèves, écoutez, on va remettre vos tableaux, mais vous allez les corriger un peu. Vous allez mettre un maillot de bain à votre nu, à la gouache, puis il dit, dès qu'on aura fini, on pourra enlever la gouache, parce que la gouache, c'est un médium à l'eau, ça peut s'effacer. Hein? Puis il dit, toi, avec ta dernière scène, j'arrange donc ça un peu comme une scène de taverne. Tu sais, les gars sont en train de boire, sont tous couchés un peu de travers. Le calice devient un boc de bière. Il met un petit caluron sur la tête du Christ. En tout cas, donc ça devient... Puis il raccroche les tableaux. Quand Maillard a vu ça, il était devenu furieux. Il a fait retirer les tableaux immédiatement de la scène. Et là, il y a eu cette fameuse démonstration des élèves des Beaux-Arts, le soir du vernissage, où ils étaient venus avec des petits collants. C'était marqué « Abba Maillard et l'académisme ». Ils avaient collé ça partout sur les murs. Et ça veut dire donc, on a accusé Pelland d'avoir organisé ça. Il s'en est défendu, il a dit « Non, non, c'est pas moi qui ai fait ça ». Mais c'est probablement les élèves qui ont pris l'initiative de faire ça. Et Abba Maillard et l'académisme, c'est le début de la fin de l'ère de Maillard, hein, l'École des beaux-arts. Il ne partira pas tout de suite, il va partir en décembre, il va prétexter des raisons de santé, etc. Mais c'est vrai que c'est le premier combat de l'art moderne dans l'École des beaux-arts, et Dieu sait s'il y en a eu quelques-uns après, y compris en 68 ou d'autres périodes. Hein. Alors, vous voyez, là encore, le nu est lié au contexte de l'éducation de l'art, enfin, de l'École des beaux-arts, et aussi toujours cette espèce d'ambiguïté, l'intervention du religieux, comme on a vu, enfin, un petit peu chez Émile Icare, il y a une espèce de continuité là. Pour régler quand même les affaires avec Cosgrove, là, les problèmes sur les poils pubéraux, ça touche pas beaucoup Cosgrove. En fait. On peut pas, cette accusation-là de pruderie n'était pas fondée, je parle bien. Alors, il a été intéressé souvent par ce thème du nu couché qui est assez fréquent en art canadien. Hein. C'est l'idée un peu de la terre-mère, hein, d'associer le nu avec un paysage. Puis un paysage qui pourrait être plus ou moins typique de l'art canadien, surtout dans le cas de Holgate. Là, hein, on a l'impression que le paysage qui est derrière, c'est un paysage qu'aurait peint le groupe des Sept. Hein, c'est tout à fait dans le même style. Celui de Prudence Howard, c'est un peu plus compliqué. Je sais que Lyman n'aimait pas beaucoup ce tableau-là. Il disait qu'elle avait peint deux styles. Hein. C'est comme si le paysage était fait un peu dans la mode de Cézanne, alors que le nu était trop réaliste pour aller avec ça. Mais au fond, chez Prudence Howard, c'est le seul nu qui regarde le spectateur, un petit peu comme dans le fameux tableau de Déjeuner sur l'herbe de Manet, alors qui affronte un peu le spectateur et qui affirme cette présence-là un peu comme Émile Icare le décrivait là, quand le modèle arrive, qu'elle était fière de
son corps et qu'elle n'a pas... Et là, chez Cosgrove, c'est un peu la même chose, sauf que le paysage devient plus abstrait. Hein, il devient moins typé, si on veut. Hein. Alors, ça, il y a plusieurs. Il a fait aussi beaucoup de fusains, de dessins comme ça, ou de pastels, dans lesquels, au contraire, le visage du personnage nous évite. Hein, et l'incidence, c'est simplement sur le corps. Et là aussi, donc, on ne peut pas vraiment parler de pruderie. Hein. Pour Pellan, je voulais mettre quelques œuvres. Vous allez voir, on va finir avec ça, mais en fait, je vais vous montrer quelques œuvres. Il y a ce nu à la Catalogne. Alors, ça, c'est fait en 1941, c'est-à-dire quand il revient de Paris. Hein. Vous savez que Pellan était à Paris jusqu'à la guerre, en 1939-1940. Et là, il prend un des tout derniers bateaux pour revenir au Canada. Et d'ailleurs, assez triste de ça, parce qu'il aurait aimé faire encore enfin, rester plus longtemps à Paris, si on veut. Et là, en revenant au Canada, il va habiter, à un moment donné, enfin, durant l'été, chez Jean Palardy et Jory Smith. Alors, il retrouve un peu les thèmes canadiens, comme la fameuse Catalogne là, qui est là. Hein. Alors là aussi, comment Pellan résout le problème du nu ici, c'est de créer un peu l'atmosphère, sinon d'un atelier, en tout cas d'une maison de peintre, si on veut. Si vous voyez derrière elle, il y a une toile qui est là, qui est blanche encore, avec les petits clous là, tout autour. Et il y a une espèce de draperie rouge là, qui n'a pas beaucoup de signification, mais qu'on s'attendrait pour faire une tache de couleur, comme ça, dans un tableau. Hein. Et après, alors, par exemple, la petite assiette avec les 3 oranges, là, c'est un peu comme, encore là, dans le déjeuner sur l'herbe, il y a aussi une petite nature morte dans le coin, comme ça. Hein? Puis en arrière, un petit meuble avec des fleurs, etc. Hein? Ça m'a fait penser un peu au tableau de Roberts, qui est peut-être plus sensible que celui de Pellan, parce que d'abord, c'est un portrait de sa femme, de Marianne, et qui est fait, là aussi, en fait, dans une atmosphère d'atelier, si on veut, ou de maison de peintre. Effectivement, il l'a fait à Saint-Jovite, chez Lyman, et le tableau qui est sur le mur, c'est un tableau de Cosgrove. Hein? Pas de Cosgrove, de Roberts. Hein? C'est un de ses propres tableaux, si on veut. Et je ne sais pas si vous voyez un petit peu sur la droite, on a l'impression qu'il y a ce qu'on appelle un repentir, c'est-à-dire qu'il avait voulu peindre quelque chose, puis ensuite il l'a repeint en blanc. Hein? Comme, c'est peut-être pas très clair, là, mais il semble qu'il y avait, dans une version avant qu'il finisse, si on veut, un autre tableau qui était là, et ensuite il a décidé de l'enlever pour donner plus de... Puis là aussi, vous retrouvez le bouquet de fleurs, le tapis rouge, le petit miroir qui est là. Encore là, pour essayer de sortir de l'atmosphère, disons, trop confinée d'un atelier. Hein? Et plutôt de suggérer, comme encore là, une étude plus libre, ou enfin, la correspondance avec la nature devient plus simple. Hein? Alors, chez Pellan, ensuite, évidemment, là, vous allez avoir toute la série des grands tableaux extrêmement complexes qu'il a fait sur le thème du nu. Là, montrant justement que même quand on passe dans un vocabulaire comme ça, qui est beaucoup plus près du cubisme et du surréalisme, le sujet se maintient encore. Hein? Alors, il appelait ça 4 femmes, enfin, on les voit à peu près. Là. Il y en a une qui est très centrale, puis il y en a une autre 3 autres dans chaque coin. Et dans une étude préparatoire, il appelle ça les nymphomanes. Alors, quand ça avait été... Vous savez, ces nus-là ont été présentés dans le hall de l'hôtel de ville. Ça avait fait scandale. Les gens, le maire je ne me rappelle plus qui était le maire à l'époque, là, mais il n'avait pas trouvé ça convenant. Hein? Alors, surtout que là, disons, le caractère sexuel est affirmé comme tel. Et tout ce décor aussi qui s'ajoute, tous ces pointillés, là, ça, c'est le côté un peu maniaque de Pellan, d'ajouter toutes sortes de petits détails comme ça pour rendre son sujet presque abstrait. Hein? Et un qui est très célèbre aussi, c'est sur la plage, qui est à la Galerie nationale, enfin au Musée des beaux-arts du Canada. Là aussi, où vous avez l'homme qui prend beaucoup de place, un peu voyeur, puis les 3 femmes qui sont là de côté, comme des objets de son regard. On ne peut pas attendre de Pellan une attitude trop féministe. Hein? C'est un gars qui a été très influencé par les surréalistes et qui n'avait pas compris à faire ces choses plus contemporaines. Là. Et ça, c'est le tableau qui est au Musée d'art contemporain, calme, obscur.
qui est assez curieux. Le personnage, je ne sais pas si vous arrivez à le voir en bas, est fait avec du mâche-fer. Il a collé sur le tableau des morceaux de mâche-fer. Et vous savez, c'était les scories du charbon, en fait. Hein? Quand on chauffait au charbon à l'époque, alors on avait beaucoup de ces scories-là. Et donc, il a collé ça là-dessus. Et il a fait une espèce de personnage qui se tient la tête dans les mains et qui est un peu sur le thème de la Vénus serpentina, c'est-à-dire qui monte à la fois ses seins et ses fesses, alors tu sais, qui est comme toute tordue, comme ça, qui occupe le bas de la composition. Puis en haut, c'est une évocation de la nuit, hein, le calme obscur. Tu sais, ça fait presque penser à des tableaux de Brantner là, qui présentent la nuit, avec les deux cœurs renversés l'un par rapport à l'autre au milieu. Hein. Alors là, il se lance évidemment dans des évocations beaucoup plus complexes, des tableaux qui demandent beaucoup d'études pour arriver à trouver les sources de tout ça. Mais, ou encore, le sujet résiste très, très bien. Hein. Je vous montre un autre exemple. Femme d'une pomme. Alors ça, c'est aussi un autre tableau complexe, là, dans lequel vous avez deux personnages à gauche qui sont comme en reflet l'un par rapport à l'autre, hein, si on veut, comme si vous aviez un miroir. Puis, alors celui à gauche, en haut, a l'air de regarder une pomme, et quand on y pense un peu, on dit que ça doit faire allusion, au fond, à Ève. Hein. Évidemment, dans la Bible, il n'est pas question de pommes. Parce qu'en Israël, il n'y a pas beaucoup de pommes. Ça ne pousse pas bien. C'est probablement des figues ou des choses comme ça qui devaient être l'arbre de la science et du bien et du mal. Mais ce n'est pas identifié. Hein? L'arbre n'est pas identifié. Mais dans l'imaginaire populaire canadien en particulier, le fruit défendu, c'est la pomme. Hein? Alors là, donc, elle est là en train de regarder la pomme comme ça. Mais si vous renversez l'image et vous voyez que l'autre personnage, qui chasse nos premiers parents du paradis, hein, en disant « Hey, this way out! Hein, c'est fini, là. » Et regardez, je ne sais pas si... Oui, c'est ça. J'ai mis le tableau de Masaccio en parallèle avec ça, puis j'ai pris juste le détail du personnage qui pointe vers l'extérieur. Et regardez l'ange en haut qui chasse les premiers parents et qui pointe aussi avec le même doigt. Et ça, c'est très typique de Perrin. Perrin, c'est un bonhomme qui travaille avec des livres. Il travaille avec des sources. Hein. Il va chercher comme ça à droite et à gauche toutes sortes de citations, si on veut. Puis il fait, évidemment, avec tout ça, un Pellan. C'est lui. Mais c'est un bonhomme qui travaille beaucoup qui travaillait beaucoup avec des sources. Hein. Puis en passant, je vous signale que Ève se tient la tête dans les mains, comme dans le tableau de César Côté aussi, là, le nu près du lit, là, qui se tient la tête comme ça. Hein. Pour ce qui est du sujet principal, la femme d'une pomme, si on isole maintenant ce détail-là, vous avez ce geste qu'elle fait de renverser sa main comme ça au-dessus, fait penser au tableau de Ingres. Et c'est ce tableau-là de Ingres, qui est d'ailleurs fait en partie avec ses disciples, a été très influent sur l'art moderne. Vous l'avez aussi dans les Demoiselles d'Avignon, ce geste-là. Hein? Et donc, là, il y a toute une transmission de ça. Et on peut dire, d'une certaine façon, dans le Pellan, elle fait ce geste comme ça, mais la main devient comme la cruche, devient comme quelque chose qui coule. Et là, il joue sur une chose que les surréalistes, en particulier que Dali avait inventé, ce qu'on appelle la double image. C'est une main, mais c'est aussi un visage. Hein? Vous le voyez se transformer en visage, comme d'ailleurs dans le petit livre là, qui est là plus haut. Ici, vous avez un visage de face et de profil, comme chez les cubistes, en fait. Hein? Alors donc, c'est tout plein d'allusions comme ça à l'art qui le précède, un peu comme Picasso faisait aussi. Hein? C'est tout à fait le même modèle. Et un des tableaux les plus extraordinaires qu'il a fait, c'est la chouette. Alors là aussi, on voit que les symboles ne sont pas faits au hasard, c'est pensé. Alors la chouette, c'est associé à la nuit, évidemment, et donc au temps qui passe. Et vous avez, par exemple, ici en bas, un espèce d'horloge qui est cassée 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12, et qui est cassée en morceaux. Le sablier, un crâne en haut. Alors, vous avez plusieurs symboles qui jouent sur le thème de la mort ou du temps. Et même la jambe du personnage féminin qui est là est comme craquée. Hein?
Et d'ailleurs, même cette espèce de minéralisation du personnage, qui est toute traitée comme de la brique, si on veut, pourrait aussi suggérer la même idée. Alors, on voit que finalement, à ce moment-là, on rejoint un peu cette idée que le nu sert à symboliser des idées, mais là, dans un vocabulaire qui est tout à fait moderne, qui est tout à fait nouveau. Et au fond, je pense qu'on revient à la citation que je faisais au début de Kenneth Clark. On a encore besoin de ce thème-là comme un thème d'identification, hein, puisque là, on peut projeter même des idées aussi profondes que le temps qui passe, la mort. Et en même temps, ça nous rappelle aussi que c'est lié au contexte scolaire, puisque Pelland, au fond, est arrivé aussi à ce sujet-là quand il travaillait à l'École des Beaux-Arts. OK, alors voilà pour aujourd'hui. Et je m'excuse, je suis obligé de partir très vite. Je ne pourrais pas faire des conversations avec tout le monde. J'ai un espèce de rendez-vous. Mais merci.